J'accueille à présent Sébastien Leterle, ainsi que donc Sébastien Leterle. Hop, je reviens en arrière. Voilà. Sébastien Leterle, chargé de mission santé-environnement à la sous-direction prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation à la DGS. Bonjour Sébastien. Et François Issel, directeur de la surveillance de l'évaluation et des données à l'Office français de la biodiversité. C'est vous qui allez nous présenter les lauréats. Hein. Alors, premier lauréat, donc HHA-VOC, lien entre les vagues de chaleur et les hospitalisations en France. Pardon. Ouais. Excusez-moi. J'allais vous couper la parole. Désolé. Oui, juste avant de effectivement laisser la parole aux lauréats, on souhaitait vous dire quelques mots. Tout d'abord, au nom de la Direction générale de la santé, remercier les équipes du Health Data Hub et du Green Data for Health pour l'organisation de ce nouvel événement sur la donnée au service de la recherche, innovation en santé-environnement, et pour votre présence à vous toutes et à tous qui montrent votre intérêt et votre investissement sur les sujets de santé-environnement, ce dont on ne peut que se réjouir. Cela a déjà été abordé plus tôt dans l'après-midi, mais il est important de rappeler que l'utilisation de la donnée en santé-environnement au service de l'amélioration des connaissances, de la priorisation des enjeux de santé-environnement, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques de santé constitue un enjeu important qui a par ailleurs conduit à l'inscription de l'action 18, créer un espace commun de partage des données environnementales pour la santé, donc le Green Data for Health, au sein du 4e plan national santé-environnement. L'organisation de cet appel à projet, conjoint entre l'Health Data Hub et le Green Data for Health, reconduit cette année après une première édition fructueuse l'année dernière, constitue un exercice essentiel qui permet bien évidemment d'illustrer toute la pertinence de la mobilisation conjointe des données de santé et environnementales au service des enjeux de santé. Et ayant eu la chance de participer au jury de ces deux appels à projets, je ne peux que remercier les équipes candidates et les encourager à poursuivre leurs travaux dans ce domaine. Le second appel à projet dont il est question aujourd'hui était centré donc sur différentes thématiques qui viennent d'être exposées. C'est avec une grande satisfaction qu'à l'occasion de la participation au jury, j'ai pu constater que les équipes de recherche avaient une fois encore répondu présent sur ces thématiques au cœur des enjeux de santé publique. François Issel, Office français de la biodiversité. Oui, donc merci Sébastien. Oui, donc moi effectivement je viens de l'Office français de la biodiversité, donc je voulais aussi témoigner de l'immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc j'en remercie aussi les organisateurs du Green Data for Health et du Health Data Hub. Donc comme les interventions précédentes l'ont souligné, je pense que c'est aujourd'hui crucial de pouvoir faciliter le croisement des données issues de la santé et de l'environnement pour répondre aux défis actuels et surtout de rendre ces données et ces bases de données activables pour la construction et l'évaluation de politiques publiques. Donc nous, à l'OFB, on est très fans de l'approche One Health, l'approche Une santé unique. Ça nous parle beaucoup parce que très souvent, quand on parle de santé de la faune, on raisonne beaucoup en silo en fait. Donc quand on détecte une zoonose, le premier réflexe, c'est d'exterminer les populations concernées. Donc on détecte une grippe aviaire, c'est d'exterminer les volailles. Quand on détecte une brucelliose, c'est d'exterminer les bouquetins du bargy. Quand on détecte une peste porcine africaine, c'est d'exterminer les sangliers. Bon, ça c'est limite comme cette approche d'extermination. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire mieux le lien entre mieux s'attaquer aux causes plutôt que s'attaquer aux symptômes en fait finalement de la dégradation de la santé des populations. Donc c'est un sujet en fait de cet appel à projet qui nous parlait beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi de s'impliquer là-dessus. Donc l'OFB a un rôle assez particulier dans les données environnementales puisqu'on est en charge de coordonner des systèmes d'information nationaux sur l'eau, les milieux marins, la biodiversité. Et donc alors on agit beaucoup en sous-main, puisqu'en fait, on travaille beaucoup sur les référentiels, sur la qualité de données, sur la mise en place de protocoles pour être sûr que les données qui sont produites à un endroit ou à un autre soient bien comparables, exploitables, qu'elles soient produites par un acteur ou par un autre. On travaille beaucoup sur la capitalisation de données qui sont issues du privé. Il faut savoir que sur le domaine de la biodiversité, il y a 90% des données qui sont issues de bénévoles quand même. Voilà. Donc on est beaucoup sur cette mise en qualité des données, donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc l'appel à projet du Health Data Hub et du Green Data for Health, il offre un cadre unique pour favoriser l'exploitation croisée des données et les interactions entre les communautés de recherche et de santé publique. Donc en tant que membre du jury, moi j'ai pu vraiment apprécier la qualité technique des projets qui avaient été déposés.
et surtout la dynamique de transversalité dont il témoigne. Donc à la fois une transversalité entre environnement et santé, on en a beaucoup parlé, mais aussi entre monde de la recherche, instituts de statistiques, de veille sanitaire et acteurs des politiques nationales. Et puis aussi une transversalité qu'on a pu voir dans certains projets entre acteurs nationaux et acteurs locaux. Donc une vraie transversalité, et les projets qu'on a vus adressent une quantité d'enjeux différents, hein, la pollution sonore, l'impact des températures, de l'ensoleillement, de l'environnement urbain, des contaminants, de la présence de contaminants dans l'air et dans l'eau. Donc je tiens vraiment à féliciter tous les porteurs de ces projets qui ont vraiment su saisir l'opportunité offerte par le Health Data Hub et le Green Data for Health. Voilà, et donc on arrive à la présentation des lauréats de ces projets. Merci à vous. Donc c'est vous qui les présentez ou vous voulez que je le fasse? Allez, à vous. Je commence, donc on va d'abord laisser la parole pour le projet AVOC. Donc on va laisser la parole à Sofiane Cab et Emeline Lecky, si j'ai bien compris, qui est présente avec nous à distance. Donc un projet sur le sujet changement climatique et santé. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, si vous voulez nous présenter peut-être AVOC et nous dire quel est l'intérêt d'être parmi les lauréats de cet appel à projet. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez bien l'écran tout Oui, d'abord? tout à fait. Ok. Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette demi-journée fort intéressante comme habituellement avec vous et surtout vous remercier de nous faire confiance pour ce projet qu'on avait intitulé Havoc parce qu'on avait commencé à le rédiger en anglais initialement. C'était voilà, un petit clin d'œil jeu de mots. Le projet vise à mieux comprendre les relations entre les vagues de chaleur et les conditions de logement et les hospitalisations et les urgences en termes de consommation de soins. Donc, juste pour me présenter très brièvement, je suis chargée de recherche à l'INSERM en épidémiologie et en environnement, au CESP, dans l'équipe Exposome et Hérédité, mais également à l'UMS 11, qui dirige notamment la cohorte Constance. Donc, Sofiane Cab n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui. Il aurait pu répondre une partie des questions peut-être. Mais le projet se fait également en partenariat avec Météo France, notamment Grégory Fifre et Elvis Fanard, et le Centre scientifique et technique du bâtiment dont on a parlé aujourd'hui, me semble-t-il, avec notamment Anaïs Machard, Sophie Moreau et Pascal Chetla. Alors, tout d'abord, en termes de contexte, la littérature scientifique commence à bien quantifier les effets des vagues de chaleur et de la température sur la mortalité. Mais ça reste un indicateur encore insuffisant pour bien comprendre les effets des vagues de chaleur sur la santé globalement et surtout de comprendre comment on pourrait adapter notre système de soins face aux températures qui vont être amenées et aux vagues de chaleur qui vont être amenées à devenir de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Alors, la littérature internationale s'est déjà penchée sur les consommations de soins. Et ce qui a été démontré, c'est qu'en fait, les vagues de chaleur sont associées à une augmentation de toutes les consommations de soins, qu'il s'agisse des urgences, des hospitalisations, des médicaments, voire même du recours aux ambulances, etc. Et en plus de ça, ça a l'air de concerner tous les types de populations, tous les âges, les sexes, etc. Ce n'est pas une histoire juste de personnes âgées. Le deuxième point à soulever, c'est qu'il n'existe pas une définition universelle standardisée de la vague de chaleur. Donc, les résultats sont toujours un petit peu difficiles ensuite à généraliser en France. Et l'exemple que j'ai voulu prendre pour souligner l'importance des travaux qu'on aimerait mener, c'est que en France, en l'été 2022, avec ces fortes vagues de chaleur, eh bien, Santé publique France et la Cour des comptes ont récemment pu quantifier que ces vagues de chaleur avaient généré plus de 10 000 décès en excès et plus de 200 000 passages aux urgences avec un grand coût supplémentaire pour l'assurance maladie. Donc, l'objectif du projet HAVOC, c'est d'essayer d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes, qui sont dans quelle mesure les vagues de chaleur sont associées à une surconsommation de soins et quelles sont les populations vulnérables en France, notamment en termes de caractéristiques individuelles, par exemple les maladies chroniques, mais également contextuelles, par exemple euh, le logement, qui reste encore assez peu étudié, y compris de par le monde. Les bénéfices attendus de ce projet sont tout d'abord techniques, parce que le projet aimerait mettre en place une pipeline de données, donc tout un ensemble de moyens de colliger l'ensemble des données que je vais vous présenter brièvement prochainement, et qui sera utile à la communauté de recherche, parce qu'on va se baser sur la cohorte Constance comme preuve de concept,
cohortes, mais le projet et le pipeline pourraient être appliqués à d'autres cohortes à partir du moment où il y a des adresses résidentielles et également d'autres expositions comme les vagues de froid, mais également la pollution de l'air. En termes de bénéfices scientifiques et de santé publique, eh bien, cette étude permettra de mieux comprendre l'impact des vagues de chaleur sur les hospitalisations et les urgences, et également l'effet des conditions de logement comme effet potentiellement médiateur. Alors, les données mobilisées se centrent autour de la cohorte Constance, qui est une cohorte en population générale, basée sur un tirage au sort des bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie. Et donc, 220 000 participants ont accepté de participer à l'étude et ont été inclus entre 2012 et 2019. Et depuis, on les suit régulièrement avec un suivi annuel, ce qui fait qu'entre les questionnaires d'inclusion et de suivi qui sont très détaillés, on connaît assez bien leur vie, leur santé, leur comportement de santé, le tabac, l'alcool, etc. Et on a leurs adresses résidentielles avec un suivi, mais il y a également un chaînage avec le SNDS pour plus de 97% d'entre eux. Donc là, dans cette population, seulement 3% n'ont pas voulu qu'on les suive dans le SNDS. En termes de données météorologiques, qu'il s'agisse des vagues de chaleur ou de la température aux stations de mesure, Météo France sera en mesure de nous apporter ces données et leur expertise sur leur utilisation. Quant aux données sur le logement, eh bien, c'est notre partenaire, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui va pouvoir apparier les adresses des participants de Constance à leur base de données nationale du bâtiment, dont j'ai mis un petit extrait ici qui est un petit peu petit, mais qui permet juste de vous montrer qu'il y a une base de données très extensive sur plus de 38 millions de logements sur toute la France. La petite carte là vous montre notamment une des caractéristiques intéressantes, à savoir le type de matériaux de construction du mur. Mais en fait, le CSTB est en mesure de produire un indicateur de surchauffe du bâtiment en utilisant d'autres caractéristiques. D'autres caractéristiques, ils en ont, je crois, plus d'une centaine à disposition. Par exemple, la surface vitrée, l'année de construction du logement, etc. Et sur la gauche, le petit diagramme que vous pouvez voir, il s'agit d'un appariement qu'on avait pu faire dans le cadre d'une étude pilote effectuée avec la Cour des comptes, d'ailleurs dans le cadre du beau rapport qu'ils ont produit récemment en mars sur l'effet des vagues de chaleur sur le système de soins en utilisant le SNDS au complet. Eh bien, il s'agit du nombre de jours de vagues de chaleur pour les participants de Constance depuis 2012. Et donc, vous pouvez voir qu'en 2022, il y avait énormément de jours de vagues de chaleur. Donc, la première étape, ça va être de mettre en place la pipeline de données entre toutes ces données, Constance avec les données de cohorte, l'appariement SNDS qui est déjà fait, l'appariement aux données Météo France et à la base de données nationale du bâtiment. Dans un deuxième temps, on va commencer les analyses épidémiologiques après avoir fait un petit peu de data visualisation pour bien justement goupiller les analyses. On va regarder d'un côté pour les hospitalisations, puis les urgences, puis aller par complexité croissante vers de plus en plus de détails. On va les mettre en lien avec les vagues de chaleur ou la température, mais également un indice de confort thermique, par exemple l'indice humidex que Météo France peut recalculer. L'ajustement adéquat avec toutes les caractéristiques de la cohorte Constance, parce qu'on a essayé avec ce projet d'obtenir le meilleur des mondes avec les données de cohorte et l'exhaustivité des données du SNDS, et prendre en compte l'indice de surchauffe du logement ou des sous-scores, notamment les sous-scores dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple la surface vitrée. Donc voilà, encore une fois, je remercie le Health Data Hub et le Green Data Forest pour leur confiance, pour leur futur accompagnement, et on a très hâte de commencer ce projet à l'automne. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emeline. Sébastien et François, à vous de nous proposer le deuxième projet lauréat. Le deuxième projet, sans qu'il y ait de classement particulier entre les projets, c'est le projet e-Rises, qui est porté par le CHU de Bordeaux en lien avec le CNES et l'agence Atmo Nouvelle-Aquitaine, et dont le but est de développer un modèle d'estimation en temps réel du besoin de recours aux consultations médicales pour des questions d'asthme ou de bronchopneumopathie obstructive. Donc, c'est le professeur Berger, c'est ça, qui doit nous le présenter. Je vais vous piquer la zapette. Bien sûr. Elle n'a qu'une seule diapo, mais moi j'en ai plusieurs. Je vais me mettre de ce côté-là, en espérant pas vous gêner. Bien, bonjour tout le monde. Je voulais remercier le jury, bien sûr, d'avoir sélectionné e-Rise sur un des 5 projets lauréats. Voilà. Encore, cliquez encore.
En fait, elle nous a pas... Voilà. Voilà, on y arrive. Ah, ça doit être moi. Ça, c'est vous. Okay. Bien, donc je vais essayer de vous présenter brièvement e-Rise. Donc en pratique, les maladies respiratoires, et ça a été relevé d'ailleurs par la Cour des comptes, sont en constante augmentation, en tout cas leur prévalence. Et la Cour des comptes d'ailleurs a rappelé qu'il n'y avait pas assez d'investissement public sur les maladies respiratoires. Donc on a surfé sur ce... Je vais me décaler un petit peu, sinon je ne vais pas voir. On a surfé sur ce rapport. Bon, l'asthme, on en a parlé tout à l'heure. Chez les enfants, c'est la maladie chronique la plus fréquente. 6% des adultes, 10 à 16% des enfants. 60 000 hospitalisations par an, ça fait beaucoup de monde, et notamment aux urgences. La BPCO, c'est 5 à 10% des plus de 45 ans. Là aussi, ça fait du monde. Plus de 18 000 décès et bientôt la 3e cause de mortalité. Je ne m'en réjouis pas, hein, je suis pneumologue et c'est un constat d'échec. Alors, une des questions qui avait été soulevée par le jury, c'était pourquoi la Nouvelle-Aquitaine, puisque le projet est territorialisé sur la grande région Nouvelle-Aquitaine. Et vous voyez ici, plus c'est foncé, plus il y a de la variation de recours aux urgences pour ces maladies. Et en fait, on s'est aperçu que l'Aquitaine était pas mal, puisqu'il y avait 2 marrons foncés. Il y a du rouge foncé, donc ça varie beaucoup. Et vous avez les chiffres en bas. Pour l'asthme, par exemple, ça varie d'un facteur, on va dire, un facteur 4, hein, de 50 à 200 quasiment. Et puis l'autre, c'est de 17 à 149. Et là, c'est un facteur encore plus important. Donc, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, on a des variations énormes. Et donc, l'objectif, ça va être d'essayer de prédire ça. Hein. Et donc, anticiper les effets du réchauffement climatique, parce que, alors, j'étais pas là en début de session, je m'en excuse, mais il y a bien entendu une diffusion plus large des pollens. Les pollens méditerranéens montent vers le nord. La pollution sur les pollens modifie leur pouvoir antigénique. Et c'est pour ça qu'entre il y a 20 ans et aujourd'hui, quelqu'un disait qu'il était un censeur du pollen tout à l'heure. Eh bien, je confirme, tous mes malades font de même. C'est que ça commence un mois plus tôt et ça se termine un mois plus tard qu'il y a 20 ans. Bon, ça, la pollution y est bien sûr pour quelque chose. Et donc, on va, à l'image de ce qu'a fait l'application Rocco Santé, mieux diffuser également ces informations de prédiction et agir aussi sur la hausse des dépenses de l'assurance maladie pour soigner et pour prévenir ces recours aux urgences. Donc, l'objectif principal, c'est de développer et d'évaluer un modèle de prédiction à court terme sur le nombre de consultations aux urgences pour exacerbation de ces 2 maladies qui se ressemblent, l'asthme et la BPCO. Et un objectif secondaire, c'est d'avoir une cartographie des variables environnementales qui sont rentrées dans le modèle de prédiction. Et les bénéfices attendus, c'est d'apporter une information précoce acquise aux autorités de santé pour qu'elles prévoient en amont. Alors au départ, avant qu'on consulte les urgentistes, on se disait il faut mettre plus de personnel aux urgences. Et ils nous ont dit mais il n'y a pas que ça, il y a surtout les lits d'aval. Et les lits d'aval, c'est encore plus important parce que si mon patient reste 1 heure aux urgences ou s'il reste 24 heures, ce n'est pas le même niveau d'embouteillage. C'est avoir une meilleure régulation, c'est ce que je viens de dire à l'instant, élaborer de nouvelles études permettant de mesurer la réalité du modèle de façon prospective et après de l'étendre à d'autres régions que la Nouvelle-Aquitaine et sensibiliser les patients à la prévention, à leur parcours de soins, c'est ce dont on évoquait l'intérêt à l'instant. Et donc les données mobilisées, il y a des données environnementales et des données de santé. Donc côté environnemental, on a des choses qu'on a évoquées déjà tout à l'heure, hein, les polluants divers et variés, les pollens, avec un appariement sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous, on n'a pas Météo France avec nous, mais on a le CNES pour les données satellitaires. On a le MEDES qui fait la jonction entre les données du CNES et les données de santé. Et puis, le réseau des ATMO, et notamment l'ATMO Nouvelle-Aquitaine, pour les capteurs au sol. Et puis, bien sûr, on va associer, puisque, par exemple, l'ATMO travaille aussi sur les modèles de Météo France pour aller prédire de l'exposition à un certain endroit, par exemple au centre de Bordeaux, en fonction de ce qui vient de tel et tel polluant, par exemple les pollens des pins, qui sont très prévalents chez nous. Excusez-moi, la prédiction, elle peut se faire à quelle échéance, à quelle anticipation moyenne? Dans notre modèle, c'est 7 jours. 16 jours, d'accord. C'est le critère principal et on a dit qu'on allait essayer à 3 si on n'est pas très bon, qu'on pouvait aller, si on était très chanceux, jusqu'à 14 jours. Et puis les données de santé, c'est bien sûr les données du SNDS avec un appariement géographique avec la commune de résidence. Donc on est comme ça sur un appariement light. Et puis, on a d'autres indicateurs. Alors, on parlait des données sociologiques tout à l'heure. Et bien entendu, si je vais aux urgences, ce n'est pas pareil selon le milieu plus ou moins défavorisé dans lequel je vis. Et ça, c'est un facteur clé. Hein. Et puis, il y a également les données de l'ORUNA, qui est un organisme qui répertorie toutes les données des urgences. Et ENA pour Nouvelle-Aquitaine.
Et donc la méthodologie, donc la population cible, c'est ceux qui vont aux urgences. On va extraire les données de santé, identifier les structures de données, les décrire, identifier les données pertinentes. Et puis dans une deuxième phase, on va construire le modèle. Donc ça, c'est pas moi qui vais faire ça, ce sont les statisticiens de l'ISPED, avec l'objectif donc de prédire à 7 jours. Et donc, le caractère innovant, c'est le côté pluridisciplinaire, bien sûr, et l'utilisation des données issues de bases de données multiples, et pas que santé, mais également socio-démographiques, comme je disais à l'instant. Donc, voici quelques images, là, juste pour montrer que quand on regarde la pollution, alors on a l'impression qu'il n'y a pas, hop, et puis la Nouvelle-Aquitaine arrive un peu plus tard. Donc, clairement, dans chaque région de France, on n'a pas les mêmes pics de pollution aux mêmes endroits. Quand on essaye de comparer ce que capte l'ATMO au niveau des capteurs au sol et ce qui est capable de prédire, ou plutôt d'identifier avec les données satellitaires, il y a des villes comme Niort où ça touche la perfection, des villes comme Bordeaux où il y a un peu plus d'écart. Donc là, il y a des modèles qui sont en train d'être optimisés pour que les courbes jaunes et vertes soient identiques. Et puis, alors là, si vous pouvez cliquer sur l'image, monsieur, à droite, là, c'est données de pollen. Alors, un des avantages qu'on a, c'est d'avoir le CNES avec nous. Donc ça, c'est une donnée publique sur le pollen de bouleau. Mais l'idée en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on ait aussi les pollens de pin, parce que chez nous, c'est très prévalent. Et quand on est à la saison des pollens des pins, je peux vous dire que les pare-brise sont jaunes, hein. Et donc ça, c'est pour présenter l'équipe projet. Donc moi, je suis pneumologue, je suis directeur du centre de recherche cardio-thoracique de Bordeaux. On a comme chef projet Anne Larchevêque qui est présente pour la coordination opérationnelle. On a à côté analyse de santé Vincent Thévenet, Thomas Ferté, qui vont être les méthodologistes et statisticiens de l'étude. Cédric Gilles Jardinet, qui est un médecin urgentiste. Et puis côté environnement, on a Laura Lebarbier pour le CNES, Agnès Hulin pour Atmo. Et puis Adeline Martin pour le MEDES. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, on vous applaudit. Child d'environnement. Je vous laisse présenter le... Effectivement, nous laissons maintenant la parole à monsieur Éloi Chazela qui va nous parler de Child ED, qui est un projet qui vise à permettre de mieux appréhender l'impact d'une partie de l'exposome sur le développement psychomoteur et la santé mentale d'enfants vivant en France métropolitaine. Merci. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier les membres du jury et les membres de l'HDH et du JD4H. J'étais très honoré de cette réponse. Donc l'objectif du projet, ça va être d'explorer une partie de l'exposome d'enfants nés en France en considérant 4 facteurs environnementaux, donc la pollution de l'air, la verdure, la marchabilité et l'exposition au bruit, et d'examiner comment ces expositions affectent le développement et la santé mentale des enfants de la cohorte ELF. Les bénéfices seront de mieux appréhender l'impact de l'exposome sur le développement et la santé mentale d'enfants, donc c'est un échantillon national représentatif. Donc, comme je l'ai dit, on se base sur la cohorte de naissance ELF de 18 000 enfants nés en France et que l'on a apparié ou que l'on va apparier à diverses données environnementales que je vais présenter un peu après. Donc issues de données satellites, de topographie IGN, de données INSEE, etc. Pour ce qui est de la méthodologie, on essaiera de déterminer des profils d'enfants en se basant par exemple sur du random forest, et qu'après, on étudiera les associations avec des modèles de régression classiques, etc. Donc, pour ce qui est de l'équipe projet, nous sommes principalement donc, 3 chercheurs au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie sociale, donc l'ERES. Je suis le coordinateur du projet, donc je suis postdoctorant au sein de cette équipe. Et je vais être chargé de la majorité des analyses statistiques et de déterminer les différents facteurs environnementaux, avec Devin Parker, qui est géographe de formation et qui va donc apporter ses compétences de géographe, notamment pour l'analyse du facteur marchabilité. J'y reviendrai après. Et enfin, le docteur Maria Melchior, donc, qui est la directrice de l'équipe et qui apporte toute son expertise sur le développement et la santé mentale des enfants, et notamment les trajectoires de vie des enfants. Nous sommes partenaires avec donc 2 groupes de partenaires. Donc, premièrement, des acousticiens de l'UMRAE, donc l'unité mixte de recherche en acoustique environnementale, donc Gwenaël Guillaume et Pierre Aumont,
qui ont notamment développé un logiciel, le logiciel Noise Modeling, qui va nous permettre, nous, de faire de la modélisation de la pollution sonore. J'y reviendrai après. Et ensuite, le docteur Johanna Lepel, qui a développé les modèles de pollution environnementale et les a appareillés au sein de la cohorte ELF, donc qui apporte son expertise à ce sujet. Donc les objectifs, c'est premièrement de déterminer et d'écrire des profils d'enfants selon leur exposition à 4 facteurs environnementaux que j'ai cités avant. Ensuite, d'étudier les associations entre ces différents profils et le développement et la santé mentale des enfants. Et enfin, on cherchera à aller plus en détail en examinant les mécanismes potentiels qui expliquent les associations entre ces différents facteurs et la santé mentale et le développement des enfants. Donc on se base donc sur la cohorte ELF, qui est une cohorte de naissance donc de 18 321 enfants nés en France métropolitaine en 2011. Donc c'était un gros projet qui réunissait des chercheurs de différents domaines et qui donc on dispose de données riches sur le contexte familial, l'éducation, le statut professionnel, etc. Ce qui va nous permettre de prendre en compte un large éventail de facteurs de confusion potentielle. Pour ce qui est des indicateurs de santé que l'on va utiliser, je vais me baser sur 2 questionnaires, donc le CDI, le Child Developmental Inventory, et le SDQ, le Strengths and Difficulties Questionnaire. Donc le premier, il s'intéresse aux acquisitions psychomotrices de l'enfant, donc vraiment son développement. Et le deuxième va plus s'intéresser aux difficultés auxquelles les enfants sont exposés. Donc, par exemple, l'hyperactivité, les difficultés comportementales, les relations avec les pairs, etc. Les adresses des enfants ELF sont géocodées en fait à la naissance, à 2 mois, à 3,5 ans et à 5,5 ans, ce qui va nous permettre de faire le lien avec les facteurs environnementaux suivants. Donc premièrement, la pollution de l'air. Donc, comme je l'ai dit, on est partenaire avec Johanna Lepel, qui a avec son équipe appareillé des données, des modèles d'exposition concernant les particules fines, mais aussi l'azote et l'ozone. Donc ça, ce sont des données basées sur l'imagerie de satellite en partie. Et ces données sont déjà appareillées à ELF et prêtes à utilisation. Ensuite, on a la verdure. Donc là-dessus, je vais me baser, j'ai déjà commencé à me baser sur le Normalized Difference Vegetation Index, le NDVI. Donc en fait, c'est un indice basé sur de l'imagerie satellite qui sert à détecter la chlorophylle des espaces. Et donc là-dessus, on prendra pour chaque point dans l'espace la valeur maximale de l'année afin de prendre en compte la saisonnalité, le passage des nuages, etc. Et là, nos données sont déjà appareillées à ELF et j'ai des résultats préliminaires là-dessus. Ensuite, la marchabilité. Donc en fait, la marchabilité, c'est la propension d'un quartier à favoriser la marche et donc à encourager tout simplement de l'activité physique. Voilà. Et cet indice, il est basé sur 3 paramètres. Donc premièrement, la densité résidentielle nette. Donc là-dessus, on se base sur les données INSEE, donc la densité résidentielle. Le deuxième indice, c'est la connectivité des rues, donc le nombre d'intersections qu'il y a au sein de notre espace. Là-dessus, on se base sur la BD topo de l'IGN, donc vraiment le nombre de grosses intersections marchables. On ne s'intéresse pas aux boulevards périphériques, etc. Et enfin, la diversité de l'utilisation des territoires. On s'est basé sur la base permanente des équipements. Donc, c'est ce qui est représenté dans l'image. Donc, on voit qu'on a différents types d'équipements au sein de l'environnement de résidence de l'enfant. Et donc, plus cette variété d'équipements augmente, plus l'indice de marchabilité va augmenter. C'est un indice d'entropie. Et ça, ce facteur est en cours d'appareillement à notre cohorte, mais sans qu'il y ait de véritables problèmes à ce sujet. Enfin, pour ce qui est de l'exposition au bruit, donc on est partenaire avec 2 acousticiens qui en fait ont développé l'application Noise Modeling qui permet de produire des cartes de bruit environnemental en se basant sur le modèle réglementaire Knossos EU. Il va prendre en compte donc vraiment l'environnement résidentiel de manière très complexe, donc les différents types de bâtiments avec leur hauteur, les routes, les chemins de fer, les types de sol, etc. Et pour ce qui est du générateur de bruit principal, c'est le trafic routier. Et là, on prévoit là-dessus de simuler le trafic routier avec des modèles conservateurs notamment. Et ça, c'est en cours d'appariement à ELF et je suis bien épaulé par
mes partenaires acousticiens. Donc enfin, pour concrètement ce qu'on a, donc on a nos résidences d'enfants et autour on a ce qui s'appelle un buffer de résidence. Moi j'ai réalisé des buffers marchables pour représenter plus concrètement l'environnement dans lequel peut évoluer l'enfant. C'est pour ça que ce ne sont pas des buffers circulaires. On ne considère pas que les gens vont traverser les immeubles. Et donc, on a nos indicateurs environnementaux que j'ai présentés avant à 3 temps d'enquête, donc 2 mois, 3 ans et 5,5 ans. Et le but, ça va être de déterminer donc, des profils multi-exposition, donc probablement à l'aide de random forest ou de la modélisation de trajectoire. Et ensuite, de voir comment ces différents profils impactent le développement et la santé mentale des enfants à 5 ans. On pourra aller plus loin ensuite avec des tests d'interaction, par exemple, entre les différents facteurs. Donc on peut supposer par exemple qu'une plus grosse verdure environnementale va réduire le bruit environnant et aussi la pollution de l'air environnante. Mais j'ai aussi en tête par exemple de regarder le temps écran. Donc plus de verdure veut dire moins de temps écran, plus d'activité physique, etc. Donc voilà, c'est tout pour ce projet. Merci. Donc le projet suivant, c'est le projet Orb. Là, on revient dans le domaine du changement climatique. Projet Orb qui est mené par l'Université de Lille avec l'INSERM et qui vise à évaluer l'impact des aménagements urbains sur l'intensité des vagues de chaleur et sur la santé cardiovasculaire. Et donc c'est Luc Daucher qui va nous en parler. Ouais, donc merci. Donc je vous remercie de me donner l'opportunité de présenter ce projet donc sur l'impact de l'environnement urbain sur la santé et le risque. C'est pas le bon sens. Et le risque cardiovasculaire. Donc je vais parler d'un contexte dont on a déjà parlé ici on a déjà parlé de la marchabilité, des vagues de chaleur, mais vous verrez que c'est des choses qui sont un peu complémentaires par rapport aux projets qui ont été présentés. Alors le contexte, vous le connaissez tous, hein, c'est celui du changement climatique avec une augmentation des émissions de CO2 qui induit une augmentation des températures, des vagues de chaleur plus fréquentes. Et les vagues de chaleur sont associées à une augmentation du risque de mortalité, une augmentation du risque d'accident cardiovasculaire et aussi une augmentation du risque d'hospitalisation, et en particulier chez les personnes fragiles. Et là, on va s'intéresser à une population particulière des personnes fragiles, qui sont les personnes en insuffisance rénale terminale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette problématique? Alors, on va s'intéresser à 2 éléments de l'urbanisme qui peuvent permettre de lutter contre ces effets. C'est d'une part la question de la marchabilité et d'autre part lutter contre les îlots de chaleur urbains. Alors la marchabilité, donc on vient juste d'en parler dans l'exposé précédent, c'est la capacité d'un quartier à favoriser la marche. Donc on va pouvoir faire le maximum d'activités dans son quartier. Donc pour ce qui nous intéresse, ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que si on marche, on va moins prendre sa voiture, donc on va moins émettre de CO2, donc ça évite, ça a un impact positif sur le réchauffement climatique. Bon, ici on parle de santé, on n'aura pas l'occasion dans notre projet d'étudier ce point-là, mais c'est un autre intérêt qui est un co-bénéfice, c'est que si on marche plus, on fait plus d'activité physique et ça diminue le risque cardiovasculaire. Alors dans la littérature, il y a des choses qui sont connues sur les facteurs de risque, cholestérol, tension artérielle, etc. Il n'y a pas d'éléments sur les événements. Nous, on va s'intéresser aux événements. Le deuxième élément de l'urbanisme qui va nous intéresser, ce sont les îlots de chaleur urbains. Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est quoi? C'est que quand on est en ville, du fait des caractéristiques de la ville, la température est plus élevée qu'à la campagne. Alors, c'est vrai entre ville et campagne, mais c'est vrai aussi à échelle plus légère, là, à échelle plus basse. Par exemple, ici, j'ai 2 photos à Avignon. Là, vous avez la gare d'Avignon. Quand vous sortez de la gare, et vous avez un espace complètement artificialisé, sans ombre, etc. Donc, il y a une chaleur qui est insoutenable. Vous n'avez pas envie d'y rester. Et à quelques centaines de mètres, vous avez la rue des Teinturiers avec de l'ombre, des arbres, de l'eau et des pavés blancs qui reflètent la chaleur, et donc un endroit qui est beaucoup plus frais. Et donc pour étudier ça, on va donc si
on peut lutter au niveau de la ville avec ces caractéristiques-là, dans une certaine mesure, contre les îlots de chaleur urbains. Et si on lutte contre les îlots de chaleur urbains, on peut éviter l'augmentation, on pourrait potentiellement éviter l'augmentation des événements cardiovasculaires liés au pic de chaleur. Donc, c'est quoi les objectifs du projet? Donc, on va avoir deux populations. Donc, une population qui est la population générale des registres de Lille, de Toulouse et Strasbourg sur les survenus d'accidents coronariens et AVC. Et donc, on sait qu'il y a augmentation de 20% environ de la mortalité cardiovasculaire quand il y a des vagues de chaleur. Et une deuxième population qui est une population de personnes en insuffisance, d'une cohorte un registre de personnes en insuffisance rénale terminale pour lesquelles on a les hospitalisations, et donc qui est un registre national. Et là aussi, on sait que dans la littérature, il y a une augmentation des hospitalisations chez ces personnes-là en cas de vague de chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on va étudier? Eh bien, en fait, on va étudier si, d'abord, on va s'intéresser à la marchabilité. On va regarder si la marchabilité diminue le risque de ces événements dans ces populations. Et deuxième élément qu'on va regarder, c'est est-ce que le fait, quand on vit dans un îlot de chaleur urbain, un endroit où la température va s'élever de manière très importante en cas de vague de chaleur, eh bien, est-ce que l'effet est aggravé du fait de la vague de chaleur? Et au contraire, quand on est dans un endroit qui est plus frais, est-ce qu'on est protégé des vagues de chaleur? Voilà. Donc, pour réaliser ce projet, on va utiliser des bases de données de santé, qui sont celles des registres des accidents coronariens aigus de Lille, du Haut-Rhin, enfin, du Bas-Rhin et de la Haute-Garonne, et celui des accidents vasculaires cérébraux de Lille, et la population des personnes en insuffisance rénale terminale du réseau Rhin. Pour ce qui est des données, on travaille sur la marchabilité. Donc on a déjà fait des pré-projets construit des indicateurs à Lille, sur la communauté urbaine de Lille, sur la marchabilité, avec une douzaine d'indicateurs qui nous permettent d'étudier la marchabilité de manière relativement précise. Pour ce qui est des îlots de chaleur urbains, on va utiliser des données qui sont en open data réalisées par le projet du Centre national de météorologie et du projet Pandora GeoGenome, où vous avez des cartographies qui ont été réalisées dans 50 unités urbaines de manière très précise sur le stress thermique par modélisation, et également des cartographies des zones climatiques locales en France. Donc évidemment, utiliser des données météorologiques, les données démographiques, et puis la pollution atmosphérique qui sera étudiée comme un facteur de confusion. Donc les bénéfices de cette étude, c'est de mieux quantifier les bénéfices et risques associés aux aménagements urbains sur les maladies cardiovasculaires, mieux connaître l'impact des sanitaires au cours des vagues de chaleur, et surtout la possibilité de moduler, c'est de réduire éventuellement ces impacts de ces vagues de chaleur en jouant sur l'urbanisme et orienter les politiques d'urbanisme. Et l'objectif, c'est que ce soit aussi une méthodologie qui soit reproductible, en particulier avec les scores de marchabilité qu'on va construire, qui pourraient être utilisés dans d'autres études. Donc voilà l'équipe du projet pluridisciplinaire avec des biostatisticiens, des spécialistes de l'environnement et épidémiologistes. Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, nous allons laisser la parole à Rachel Desailloux et Laure Malherbe pour le projet ExpoTIR, qui vise à établir le lien entre l'incidence de l'hypothyroïdie périphérique et les déterminants environnementaux en France. Si je peux me permettre, personne de micro. Merci. Donc nous présentons ce projet au nom de Sylvain Chameau, qui est un peu le fer de lance du projet, mais qui est jeune papa, donc en congé paternité, c'est la modernité. Et donc on va le faire en deux parties, une partie plus médicale et puis de base de données avec Laure. Alors ExpoTIR pour thyroïde et exposition environnementale, et la question posée est: l'incidence et la prévalence de l'hypothyroïdie est-elle associée à des expositions environnementales en France? Alors, on peut penser peut-être que l'hypothyroïdie, ce n'est pas une maladie très grave, ça se substitue bien et que ce n'est pas une question de santé publique majeure.
Cette pathologie, elle touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. 3-4 millions en France sont traitées par hormones thyroïdiennes. Mais ce qui nous semble le plus préoccupant potentiellement dans la survenue de l'hypothyroïdie, c'est le retentissement potentiel d'une hypothyroïdie maternelle chez son fœtus ou d'une hypothyroïdie fœtale. Et on connaît très bien le modèle historique pré-industriel qui était le modèle de la carence iodée, qui s'appelait le crétinisme, hein, et qui amenait à des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Et on voit sur... la petite lumière, elle est là. On voit sur... Ah oui, d'accord. On voit sur ces photos de culture de neurones qu'un neurone fait beaucoup moins de dendrites et les neurones font beaucoup moins de synapses quand il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes dans le milieu de culture. Un peu plus près Pardon. du micro. Et donc, le rationnel et la naissance de ce projet de regarder l'hypothyroïdie et l'environnement est né, en fait, il y a quelques années, d'une alerte qui nous avait été faite. Moi, je suis endocrinologue clinicienne, d'une alerte qui nous avait été faite par l'ARS Picardie, ARS Hauts-de-France et de l'Est. Donc, ils nous avaient adressé un beau courrier avec une carte en disant, voilà, dans votre région, il y a des zones qui sont contaminées par les perchlorates. C'est un facteur de risque de l'hypothyroïdie, en particulier chez l'enfant. Un petit encart de journal qui disait, attention, les mamans ne doivent pas boire l'eau du robinet ou ne doivent pas faire le biberon avec cette eau-là dans certaines communes, en particulier en cas de sécheresse parce que ça concentre les perchlorates. Et donc, vous voyez une carte de la région Hauts-de-France avec les zones, bien sûr, les plus foncées qui sont les plus contaminées en perchlorate. Cette contamination en perchlorate est un exemple qui nous a amené à réfléchir sur, oui, peut-être il y a des expositions environnementales autres qui amènent à développer une hypothyroïdie dans notre population. Donc on est parti de cet exemple qui vient de l'héritage de la Grande Guerre. Hein, donc je vous ai mis pour changer un peu des bases de données, des choses incarnées. C'est-à-dire, une photo du jardin de ma grand-mère, hein, où ma tante est mère, et donc on récupère les obus dans les champs, etc., comme il n'y a plus de démineurs qui passent régulièrement, et ça date d'il y a un an, hein, donc c'est encore des réalités de l'héritage de la Grande Guerre. On fête le débarquement, mais c'était la Grande Guerre 14-18 ans. Donc est né le projet Envie en Doc, qui a été présenté l'année dernière, mais qui n'a pas été retenu. On est arrivé 5e. Donc voilà, on a persévéré, on a continué à travailler sur le sujet, et donc ce projet a été accepté, et bien sûr, il a progressé. Alors, pour revenir à l'environnement et à l'hypothyroïdie, on a quand même des données d'études nationales qui montrent qu'il y a une hétérogénéité dans la répartition de l'hypothyroïdie en France métropolitaine, avec une incidence plus élevée dans notre région. Alors, toutes ces données ont amené à essayer de créer... En fait, ce n'est pas qu'on a essayé de créer, c'est qu'on s'est rencontrés dans des circonstances, on va dire, cliniques, de réflexion, facultaires. Et donc, Sylvain Chameau, qui est doctorant avec moi, et le professeur Al-Salamé dans l'équipe Péritox, qui est une unité mixte avec l'INERIS, a fait son doctorat sur le sujet. Il est au Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale, et c'est une interface avec le public des problèmes environnementaux, puisque par exemple, il y a la première consultation d'aide aux couples infertiles pour améliorer leur environnement qui va naître cette année, et une consultation pédiatrique pour les potentielles séquelles des pesticides dans la région, parce qu'on a les perchlorates, mais on a aussi les pesticides dans nos cultures. Et puis donc sur le volet, la rencontre avec Edizan, qui est une unité CNRS, c'est faite par justement cet héritage de la Grande Guerre, puisque c'est une équipe plutôt de géographes et de pharmaciens qui travaillent plutôt sur les plantes, et donc qui regardent en fait le retentissement de cet héritage chimique perchlorate, métaux lourds, sur la photosynthèse et la modification du milieu boisé de Picardie et des Ardennes. Et puis l'INERIS, bien sûr, qui est présent dans ce projet, avec Laure qui fait partie de l'équipe data, et puis donc Sandrine Andrès et Adriana Sardi pour la toxicologie.
Alors, on a avancé un petit peu dans le projet Envie en doc et dans ce qu'on voulait faire et ce qu'on va poursuivre avec Expotir. Donc, une publication où on a regardé déjà les associations entre les valeurs de TSH d'enfants nouveau-nés et leur potentielle exposition au perchlorate par des index géospatialisés. Il faut savoir qu'en France, tous les nouveau-nés ont un dosage de TSH à la naissance. Ça fait partie des maladies dépistées obligatoirement. On n'a pas regardé les enfants qui étaient hypothyroïdiens, on a regardé les enfants qui avaient une TSH normale et on a testé l'hypothèse que la TSH était potentiellement associée avec des facteurs environnementaux, ce qui est le cas avec les perchlorates, les nitrates, alors un pesticide qu'on a testé mais qui n'est pas significatif, et la pollution atmosphérique. On a commencé à regarder l'évolution spatiale et temporelle de l'hypothyroïdie, qu'elle soit congénitale ou non congénitale, par le SNDS. Donc on a vu des hétérogénéités et spatiales et temporelles. Et puis on a commencé à géospatialiser la contamination. Et vous avez en haut à droite une carte avec les nitrates et en dessous les perchlorates, mais pour lesquels on n'a pas de données nationales, puisque l'ARS ne fait pas de prélèvement systématique dans toutes les régions pour les perchlorates. Donc le projet Expotir, c'est poursuivre l'étude d'association prévalence-incidence de l'hypothyroïdie congénitale ou acquise avec différentes expositions environnementales. Et donc je laisse la parole à Laure qui va montrer les bases de données mobilisées. Différentes bases de données seront donc mobilisées dans ce projet. Alors tout d'abord, la liste des perturbateurs endocriniens d'intérêt. Celle-ci sera établie à partir des résultats d'EnvianDoc qui a été mentionné. Également seront utilisées les données sur les perturbateurs endocriniens rassemblés dans le cadre du projet européen PARC, qui est un partenariat européen pour l'évaluation des risques liés aux substances chimiques. Ensuite, différents types de données environnementales seront exploités. Ces types de données ont déjà pu être présentés tout au long de l'après-midi. Des données relatives aux concentrations de polluants dans les différents milieux, que ce soit le milieu eau avec par exemple la base CISO pour l'eau distribuée, le milieu air avec des données des bases nationales Géodair, la cartothèque qualité de l'air ou encore de projets de recherche. Des données aussi de pression qui peuvent être des données liées aux émissions industrielles ou des données relatives à l'usage des produits phytopharmaceutiques, des données d'occupation des sols et à une échelle régionale, donc des données sur la contamination des sols, donc les données de l'unité EDISAN qui ont été également évoquées. Seront prises en compte des données socio-économiques et des données démographiques. Et enfin, pour ce qui est des données de santé, donc les données du SNDS qui permet d'accéder donc à une population exhaustive à une échelle fine communale pour évaluer donc le lien avec l'exposition. Donc le défi à relever dans ce projet, cela rejoint les problématiques qui ont également été mentionnées dans l'après-midi. Donc, il s'agira de mettre en cohérence les données avec l'ambition du projet, donc à savoir à partir de bases de données variées, caractériser l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aussi bien d'un point de vue spatial que temporel, et à l'échelle donc nationale, associer ces expositions spatiales et temporelles supposées avec des données médicales localisées à la commune. Donc, je pense important de tenir compte aussi dans ces travaux des résultats des projets en cours qui abordent ce type de problématique. Et donc, pour mener à bien ce projet, un référentiel spatio-temporel pour l'intégration des données sera créé et il faudra conduire des travaux d'homogénéisation spatiale et temporelle des données. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.